Voilà, nous sommes toujours au Salon du Livre, 34e Salon du Livre de Paris, où nous recevons aujourd'hui M. Grégoire Lefauvat. Il est venu nous parler de deux livres. Le premier, je vais vous le montrer, c'est celui-là, Enjeux et dynamique des rivalités sociales au Congo. Et le tout nouveau, qui est le curriculum vitae du Congo. Alors, ce sont des livres assez pédagogiques. Monsieur Lefauvat, on est un peu surpris de vous lire, vous êtes philosophe. Sur celui-là, on comprend très bien les enjeux philosophiques liés aux rivalités sociales par rapport au Congo, mais sur l'autre, un curriculum vitae d'un pays, même la France n'a pas osé le faire. Oui, je suis agréablement surpris par cette observation d'entrée de jeu, justement. Il s'agit de la créativité, disons modestement, d'un acte d'inventivité. Donc, si notre pays a cette chance, si on peut l'appeler ainsi, d'inaugurer ce genre d'activité intellectuelle, c'est à notre actif. Mais le motif est simple. Il s'agit de voir le pays comme un homme singulier, mais tout en étant collectif. Puisque généralement, les chefs d'État, les ministres qui ont les pleins pouvoirs parlent au nom de mon pays. Donc il devient le pays. Mais qu'est-ce qu'un pays? Et vous, ceci, quand vous allez postuler pour un emploi, ce qu'on vous demande régulièrement, c'est de leur présenter votre CV. Donc j'ai imaginé, qu'est-ce qu'un CV pour un pays? C'est une volonté de mettre toutes les intelligences ensemble, mais c'est surtout la volonté de sublimer les meilleurs fils dans chaque domaine. Vous verrez bien, en dehors de la glose sur la naissance, l'état civil, même l'état civil nous permet de singulariser les enfants qui se sont distingués, par exemple, qui ont été le président de la République. Mais quand vous voyez la formation universitaire, la formation scolaire, je prends les premiers bacheliers, je prends les premiers magistrats, par exemple Lazare Machokota qui était avocat, premier agrégé de médecine Galiba, premier docteur et sciences Pascal Issouba, qui l'a été pour l'Afrique équatoriale française. Donc c'est en fait de transmettre aux générations futures, comme l'avait signé il y a 3 siècles Diderot, pour le but de l'encyclopédie, était de rassembler les connaissances éparses pour donner aux générations futures une visibilité. Alors, souvent, quand on rassemble de telles connaissances, on est soit dans des encyclopédies ou encore des ouvrages sur des tomes. Or là, nous sommes sur un ouvrage qui fait à peu près, 190 pages, et pourtant on retrouve toute l'histoire du Congo. Comment est-ce que c'est intéressant? Comment est-ce que vous êtes pris en fait sur ces différents faits pour les mettre dans un livre aussi petit, alors que nous sommes quand même sur une histoire qui est millénaire? Vous êtes dans une pensée pédagogique qui me rappelle l'inspecteur qui cherche toujours quelque chose à découvrir auprès de l'instituteur. Exactement, vous avez raison. En réalité, il s'agit d'un article que j'ai publié dans la Semaine africaine en 2006. Et les gens m'ont posé la question, pourquoi pas en faire un livre? Et le but, c'était de faire l'histoire du pays de manière romancée, d'accès facile, avec une certaine glose qui permettrait à chacun d'avoir la clé pour ouvrir certaines portes qui étaient fermées. C'est ça le but en réalité. Maintenant, comme c'est un début, il est possible que des gens autour de moi, ou vous autres, les plus jeunes, pourraient continuer cette entreprise. Alors, cette entreprise, elle est assez déroutante, Lefauvat, si vous le permettez, parce qu'on n'est pas ici dans un livre d'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une datation chronologique en disant on parle de telle date, mais on est sur des faits qui nous renvoient à des époques plus lointaines et à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce que cela fait partie du style que vous avez voulu imposer à ce livre, ou bien vous avez voulu exprès dérouter en fait le lecteur? Oui, la déroute n'est pas voulue. Je parle d'un thème. Par exemple, quand je parle de la formation, la chronologie viendrait par le critère que je vais choisir. Est-ce que je vais parler du baccalauréat qui a eu le premier baccalauréat?
Et là, il y a quand même une chronologie. Et vous savez mieux que moi que l'histoire n'est pas finalement ce qu'on nous a enseigné tout le temps, le récit d'événements passés. Mais l'histoire est fondamentalement le récit d'événements dignes de mémoire. Ce que je n'ai retenu, c'est ce qui peut frapper. Vous voyez, par exemple, au niveau politique, nous prenons la Première République, après 58, Yulu qui est Pango qui est Premier ministre, après c'est Yulu. Vous prenez l'indépendance, vous prenez la révolution, vous prenez le M22, vous prenez la conférence, alors que nous avons eu beaucoup d'événements. Tous les événements ne sont pas dignes de mémoire. Et donc, quand j'ai serré par exemple le M22, cet événement marque la conscience collective parce que les gens se sont retrouvés autour des idées. Or, généralement, les gens se retrouvent autour des positions claniques. Pour moi, ça marque, c'est un moment historique parce que ça défie tout entendement. Donc, vous avez raison. Je prends la trame par rapport au thème et je dégage les enseignements historiques au fur et à mesure. Avec des allusions en fait qui parleraient aux anciens, mais qui pourraient être comprises autrement pour le moderne. Par exemple, je vous interpellais tout à l'heure sur le terminalia. Vous m'avez dit que c'est un arbre qui existe encore, et qui était là déjà quand le premier président va faire son discours, alors qu'aujourd'hui, pour le jeune qui va naître demain, c'est d'abord le restaurant, le second qui est là, c'est d'abord le restaurant qui a cette place. Évidemment, vous avez raison. Comme on parlerait, quand De Brazza a implanté sa station à Brazzaville actuelle, ça s'appelle un cours. Oui. Donc, vous pouvez être dérouté que Brazzaville devienne Brazzaville, pourquoi pas un cours. Terminalia, c'est un arbre qui existe. Et à côté, il y a un restaurant qui a pris ce nom au grand bonheur de la mémoire collective. On peut le dire ainsi. Voilà. Alors, on va avancer un peu au fur et à mesure qu'on avance. On découvre quand même que vous avez personnifié le pays qui s'exprime par le jeu. Or, très souvent, les psychologues ou d'autres me disent que le moi, chaque fois qu'on met le moi, il est haïssable. C'est-à-dire que vous allez mettre en place quelque chose qui peut parfois faire en sorte que les autres autour puissent se dire, bah, attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais si vous avez raison. Parce que le jeu, c'est le Congo. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut identifier. Ce n'est ni Cyr, ni Grégoire, ni l'autre. C'est le jeu. Moi, je suis congolais. Quand vous dites je suis congolais, vous parlez, je suis congolais. Et quand vous parlez congolais en tant que congolais avec une identité intérieure et extérieure congolaise. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en exergue. Il ne s'agira pas d'un personnage qu'on va trouver. Bien entendu, vous verrez des incursions, voilà, c'est ça le mot, des incursions. Mais si cela déroute, il faut l'attribuer à la faiblesse humaine. Mais le but originel, c'est de faire que celui qui parle là, c'est le Congo. C'est le Congo qui est un personnage central, unique et collectif à la fois. C'est le Congo qui n'oublie pas non plus ses voisins alentours. Et même plus loin jusqu'en Afrique du Sud. Exactement, parce que le destin de l'homme, c'est de savoir qu'il est homme parce qu'il y a un autre. Comment voudrez-vous qu'on parle de Congo, entre guillemets Brazzaville, sans parler de la RDC? Parce que tout l'ouest de la RDC, c'est Congo. Comme le Gabon. Qu'est-ce que le Gabon? Le Gabon, c'est partagé entre les ethnies du Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Il n'y a qu'une ethnie allogène qui est à Lambaréné qui n'a pas de rapport avec ni le Congo ni le Cameroun. Donc on ne peut pas parler du Congo sans faire allusion à la Centrafrique, au Cameroun, au Gabon et à l'Angola par le Kabila.